un courant continu qui traverse donc le système, et en traversant le système, en fait, il perd beaucoup d'informations et d'échanges thermiques par frottement sur les câbles, qui fait que donc on essaie au max de ne pas avoir de valeur continue lorsqu'il y a de longues distances. C'est un grand problème. Ok. Par exemple, fin du 19e siècle, l'énergie électrique était de l'énergie continue, l'énergie alternative n'avait pas encore été bien maîtrisée. Et le problème, c'est on pouvait créer des générateurs Les feux. pour une maison. Pardon, excusez-moi? J'ai pas compris. Quelqu'un a parlé. Hmm. Et donc, on ne crée un générateur électrique que pour une même maison. Donc, en fait, il y avait énormément donc, de soucis pour pouvoir transporter l'information. Donc, elle ne restait que d'une maison à celle d'à côté. Énormément de fils dans les grandes villes entre une maison et l'autre. Aujourd'hui, l'espace aérien n'est pas trop encombré par les fils parce qu'on a su maîtriser cette information-là. On peut transmettre, nous, une information qui fait qui peut traverser plus de 1000 kilomètres, puisque c'est une énergie alternative qui ne se perd pas puisqu'elle n'a pas de. Donc, excusez-moi pour ce petit laïus là, mais c'est vraiment important, parce que vous le verrez plutôt l'an prochain, je pense, hein. Le problème de la valeur moyenne, c'est que s'il y a une valeur moyenne à un signal, il faut la transporter. Et donc, s'il faut la transporter, eh bien, on perd d'informations. Je vois par exemple dans tous les systèmes de codage et de traitement d'informations numériques, tous les codes utilisés numériques font en sorte de ne pas avoir de valeur moyenne exprès pour ne pas perdre d'informations lorsque le signal codé va traverser le fil de communication. Donc, Oh, je très vais bon. vous montrer ça. Et je sais que ça intéressera plus les signes que les autres, mais j'essaierai de vous Ah montrer ouais. sur un logiciel. Donc, fréquence du fondamental, ben on l'a, hein, c'est celle de tout à l'heure, on l'a dit. La fréquence du fondamental, on l'a dit, c'est 80 Hz, on avait vu tout à l'heure. Donc, forcément, les harmoniques vont être que les harmoniques qui sont à intervalles réguliers, c'est-à-dire 2 fois plus grandes ou 3 fois plus. Donc, c'est là où on se retrouve avec donc, une fréquence de 80, 160 ou 240. Donc, voilà pour cette première partie. C'était une première approche, première étude. Ce qui m'intéressait, c'était maintenant que l'on voit comment ça se traite, tout ça. Alors, pour faire ça, je vous ai proposé une autre info avant de faire le TP, c'était elle. Ça, c'est la correction. Donc, l'activité que je vous proposais, elle revient un peu sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que j'ai une information que je vais faire transiter jusqu'à mon PC pour que mon PC puisse la transformer et que mon haut-parleur puisse me la rendre. Donc, à partir de ça, je peux être soumis à plusieurs problèmes. D'ailleurs, on le voit, nous, quand on communique, puisqu'il a fallu que je passe en 4G sur un canal qui a plus de débit pour que je puisse faire recours avec vous. Avec la Wi-Fi du jeudi après-midi, ça ne marche pas. Va savoir. D'ailleurs, on confond de plus en plus la notion de débit binaire et la notion de bande passante de notre signal. En fait, tout simplement, la bande passante, c'est de savoir combien de mégaoctets sont disponibles, ou plus, hein, chaque seconde, et des mégaoctets par seconde, c'est ce qu'on appellera un débit. Et le débit d'une information numérique. Donc, binaire, puisqu'on sait faire que ça. Ok, ok. Donc ça, on va y revenir, c'est le TP de la semaine prochaine, hein. On va en parler un peu plus tard. Mais ici, c'est important que l'on comprenne ce que je voulais vous montrer là-dessus. Alors, sur cette première page de cette deuxième activité, je vous montre deux signaux. Le premier, c'est un signal d'un disque. J'ai pris ça d'un sujet, hein. Donc, on a un signal d'un point wave, hein, d'accord, une musique, hein, d'accord. Et là, je vois là le rendu numérique. Alors, comment je sais que en bas, c'est le rendu numérique et qu'en haut, c'est le rendu analogique du CD? Qu'est-ce qui me fait dire ça? En haut, analogique, en bas, numérique. À votre avis, qu'est-ce qui me fait dire ça? En bas, il est plus saccadé. Ouais, c'est Binaire 0, 1. Ah, tu as bien raison. On voit bien ici qu'il y a des cassures un peu partout, une sorte de palier en fait, et de petites marches
qui sont proposés. Alors en fait, d'où ça vient, ce principe-là? Eh bien, ça vient de ça. Je vais vous montrer. Là. Nikon. Exactement. Ça vient de la conversion analogique numérique. Voilà un signal analogique sur l'écran. Ce signal analogique, donc il est bien lisse, d'accord? Je peux même avoir un signal d'une forme un peu plus sophistiquée, le triangle. Mais maintenant, si je prends le signal numérisé, je ne reconnais pas tout de suite que c'est un signal qui était sinusoïdal, parce que si je mets triangle, je vois bien ici que mettre sinusoïde ou triangle, la forme du signal numérisé est la même. Alors, d'où ça vient? Ben, tout simplement, la grosse différence qu'il va y avoir, c'est que, ça vient de là, quel est en fait le nombre de marches que je m'alloue, hein, quel est le nombre de marches que je veux bien utiliser pour pouvoir coder tout le signal bleu. Donc là, ici, je me suis proposé 2 bits, c'est-à-dire que 4 marches. Si je prends 4 bits, je vais me proposer 2 puissance 4 possibilités, c'est-à-dire 16 marches. Et le mieux, bien entendu, ce serait de cet exemple-là, 2 puissance 8, ça serait éventuellement le mieux. Alors, comment me rendre compte? Ben, je vois bien que si j'augmente le signal, ben, je me retrouve avec une information qui peut être pas mal. Sauf que, excusez-moi, je bascule de l'un à l'autre, j'ai de nouveau quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, simplement utiliser cette notion de résolution en bits et de dire j'ai beaucoup de j'ai un code de mémoire qui est plus important, un code de données qui est plus grand, donc je peux avoir une meilleure résolution, c'est faux. Il faut que je regarde également ce paramètre, c'est ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage. C'est-à-dire que je vais tronçonner verticalement cette fois-ci mon signal en 5000 échantillons par seconde. Si j'en prends que 1000 échantillons par seconde, je me rends compte que ce n'est pas assez. Et j'ai beau modifier ma fréquence, je me rends compte au bout d'un moment que je perds toute information. Je ne reconnais absolument pas ici le signal triangulaire. Alors pour pouvoir réobtenir, j'ai pris une fréquence quelconque, hein, réobtenir mon signal triangulaire, eh bien, il faut que j'augmente la fréquence. Et là, ça commence à ressembler à quelque chose d'un peu plus significatif en essayant de faire l'effort de relier les points entre eux. J'arrive à peu près percevoir mon signal analogique. Mais le mieux est de quand même bien exagérer et d'augmenter le nombre de points par seconde. C'est ce qu'on appellera l'échantillonnage. Là, il n'y a pas photo, on reconnaît bien et un triangle et on le différenciera facilement d'un signal sinusoïdal et encore que ce n'est pas tout à fait joli dans les deux cas. Donc, notre objectif est un compromis à réaliser et à comprendre entre le terme résolution et le terme échantillonnage, excusez-moi, la quantification en bits ou éventuellement l'échantillonnage en hertz. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais découper mon signal, je vais prendre quelque chose d'un peu plus raisonnable, je vais découper mon signal d'abord verticalement, c'est-à-dire que je vais choisir de convertir mon signal analogique en des données numériques à intervalles réguliers. On appelle ça la quantification. Et pour savoir combien je vais avoir de bits possibles, il me faut savoir d'abord combien de valeurs je veux pour pouvoir coder mon signal. Une fois que je sais combien de valeurs je peux utiliser, je vais regarder 2 puissance le nombre de bits utilisés pour savoir quel est le code à utiliser, le nombre de bits à utiliser. Alors ça, je tiens à ce que ça soit compris et c'est ce que j'insisterai surtout la semaine prochaine sur ce genre de phénomène. Trouver le bon compromis pour pouvoir transmettre une information, c'est ce que je vous demandais de faire. Vraiment, c'est difficile d'appréhender à l'avance combien de bits il faut pour coder une information et quelle est la fréquence qui correspond. Donc, une fois que vous avez ce critère en tête, que je vous énoncerai la semaine prochaine, tout de suite, notre travail est rendu plus efficace. Donc, excusez-moi, je vais le redire une dernière fois parce que pour moi, c'est important. Je vais donc avoir 2 possibilités. Le premier, ça va être de découper comme ça des tranches verticales. On parlera donc de valeurs numériques. Et chaque valeur numérique, je vais lui attribuer un code.
sur 8 bits, donc 8, 0 ou 1, si je prends 4 bits avec des 4 0 ou 1, je vois que j'ai moins de valeurs possibles puisque je n'aurai que 2 puissance 4 valeurs possibles. 2, pourquoi? Parce que je suis un binaire, et un binaire, je n'ai que 2 possibilités, soit 0, soit 1. Et pourquoi puissance 4? Puisque je dis qu'il y a 4 bits. Je vais le faire avec 2 bits. Si je prends 2 bits, c'est plus facile à voir. C'est ce qu'on appelle le code degré, pour que vous compreniez. Vous voyez, le code degré, peut-être que certains le connaissent. Ce code degré ici qu'on peut avoir, peut-être que ça va être un peu plus compliqué là. On va retrouver là, c'est très bien. Voilà, parfait. On sait qu'elle est passée, l'image. Bon, ça me va bien. Voilà. La notion de code degré, c'est le fait de dire que quand j'ai 4 valeurs possibles, hein, vous le voyez sur le côté là, quand j'ai 4 valeurs possibles à coder, je vais les coder sur 2 bits, puisqu'avec 2 bits, je peux coder 4 possibilités d'association de 1 ou de 0 différentes. Soit 0, 0, soit 0, 1, soit 1, 0, soit 1, 1. Et je vais faire pareil si je commence à le faire sur des nombres de bits plus importants, comme par exemple, ici on peut le voir, si je prends 3 bits ici, je vois bien que j'ai toujours les 2 premiers bits qui sont 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, comme tout à l'heure. Sauf que si après, je changeais mon troisième bit, au début, les premiers étaient à 0, les suivants, je les mets à 1, et je peux recommencer cette superposition. Et j'aurai ainsi 8 valeurs. 8 valeurs. Pourquoi? Parce que je vais de 0 à 7, il y a bien 8 valeurs, c'est-à-dire 2 puissance 3 valeurs. Alors que là, j'avais que 2 bits. Donc, je n'avais que 2 puissance 2 valeurs, ce qui fait bien 4. C'est comme ça qu'on arrive à faire le lien entre le nombre de bits et le nombre de valeurs à utiliser. Est-ce qu'il y a un élément que vous aimeriez que je reprécise avant de parler plus de l'exercice? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui. Ça va. Des notions que vous connaissiez, je pense. Oui. Bah, surtout Enfin, pour les signes. Ouais, les signes, voilà, c'est ça. Voilà, surtout Nous, pour l'ITech, c'est compliqué. voilà, pour les textes, c'est sûr que les gens qui ne l'ont jamais trop vu, c'est pour ça qu'il faut un peu remettre un peu tout à zéro avant de passer à la suite. Donc, c'est pas évident. Ouais. Et pourtant, il faut que, quelle que soit la section, on connaisse un peu cette information numérique. C'est le but un peu de la terminale, faire un peu de culture, hein, ce que je suis en train de faire là. Oui. Ouais. Alors, information numérique analogique, ça y est, c'est compris. Maintenant, la difficulté, elle est là. Dans le principe, et c'est ce que vous ferez en TP la semaine prochaine, déterminer la fréquence d'échantillonnage d'un convertisseur numérique analogique. Alors, comment peut-on faire, quand j'ai le diagramme qui est là, pour déterminer la fréquence d'échantillonnage du convertisseur, du CAN? Comment on peut faire? Bah, on compte le nombre de fois où il change de comment on dit, où il monte, où il descend. Et ensuite, on le Donne-moi un repère, par exemple. divise par le temps. Oui, tu as raison. Bah, où est-ce qu'on peut voir ça? Et toi, dis-moi un endroit où tu voudrais qu'on essaye de commencer. Tu me dis que je puisse savoir de quelle valeur à quelle valeur tu vas. Bah, par exemple, on peut partir de 500 à 600 et on compte le nombre de vaguelettes enfin, le nombre de vaguelettes. Je sais pas comment on peut dire C'est ça ça. que tu appelles une vaguelette, là, ce palier? Il y a un échantillonnage, en gros. Ouais, On compte le nombre. on est d'accord. Donc, on va compter, tu as raison, le nombre de paliers qui va être présent entre 500 et 600, c'est-à-dire sur 100 microsecondes. Il y a donc 1, 2, 3, 4, 5 paliers. Donc, 5 paliers sur 100 microsecondes, ça fait que un palier sur 20 microsecondes. Donc, la période d'échantillonnage, elle est de 20 microsecondes. On en déduit donc la fréquence, qui vaut donc 50 000 Hertz. Mais Ça, c'est que si c'est proportionnel, non? proportionnel, il n'y a pas de notion de proportionnalité là. En fait, je me mets ici sur ce dessin entre 400 et 500. On dirait que j'ai 1, 2, 3, 4 marches. On dirait que ce n'est pas pareil. Mais c'est en fait si, c'est parce que ici, il y a une marche qui a été doublée. C'est-à-dire qu'on a perdu en fait la précision du signal de départ et le code n'était pas assez précis au début pour pouvoir, entre 400 et 500, hein, d'accord, nous soumettre à cette variation ici arrondie
On n'avait pas assez, donc le convertisseur, le convertisseur analogique numérique n'avait pas assez de précision pour pouvoir nous faire retranscrire cet arrondi que l'on a au-dessus entre 400 et 600. D'ailleurs, on ne voit plus le fait que ça monte puis descend, d'ailleurs entre 400 et 500. On a l'impression que ça ne fait que descendre, que le signal est simplement décroissant. Donc cet écart, c'est simplement que la résolution, elle n'est pas la résolution, c'est-à-dire le nombre de bits utilisés par le convertisseur, n'est pas suffisant pour qu'il puisse avoir un nombre de valeurs suffisantes pour coder l'amplitude comme ça du signal. Donc, tout ça, on a un plat ici. Est-ce que j'ai été clair là ou est-ce que vous voulez que je répète quelque chose? Non, c'est bon. ça va. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Alors, comment faudrait-il faire, me dit-on à la question suivante, comment faudrait-il faire pour modifier, pour que le signal envoyé au parleur se rapproche davantage de celui délivré par le micro? Qu'est-ce qu'il faudrait donc faire par rapport à ce que je viens de dire, notamment? Ben, ce qu'il va falloir faire, c'est que pour qu'on puisse se rapprocher, ici, j'ai que 5 paliers entre 400 et 500. Je vois que si j'en avais eu 10, peut-être que les premiers auraient pu montrer une montée, puis ensuite les suivants auraient montré une descente, alors que là, je ne vois qu'une descente, donc il aurait fallu augmenter le nombre de paliers. Si j'augmente le nombre de paliers, je diminue donc le temps de chaque palier, donc ce qu'on appelle la période d'échantillonnage. Donc si je diminue ce temps, j'augmente le nombre de fois qu'ils sont présents, donc j'augmente la fréquence. Donc plus il y a de paliers, plus la fréquence est importante. Et d'ailleurs, pour être plus fidèle, il va falloir donc qu'on augmente la fréquence d'échantillonnage. C'est ce que je vais vous montrer ici. Si je veux être au plus fidèle, je peux jouer sur le nombre de bits, c'est vrai, mais je vois surtout que si j'augmente la fréquence d'échantillonnage, je vois tout de suite apparaître, pourtant c'est le signal numérique, le signal qui est censé être le signal analogique. Parce que j'ai suffisamment de points, ici dans le signal numérique, j'ai suffisamment de points pour pouvoir suivre le signal, avoir le temps de le suivre et de monter et descendre quand lui monte et descend. Donc, il faut bien augmenter la fréquence. Mais quel est le problème d'augmenter la fréquence d'échantillonnage? Quel va être le gros souci? Le stockage d'informations, non? Et voilà, oui. La place, puisque chaque fois qu'en fait on va numériser un palier, on va y attribuer un code qui va prendre de la place sur un espace mémoire. Donc s'il y a plus de paliers, il y a plus de valeurs, plus de codes, donc il y a plus d'espace utilisé sur le disque mémoire. Et donc forcément, il faut qu'on trouve un compromis entre et la fréquence d'échantillonnage et la capacité à retenir, à mémoriser l'information. En fait, hein. Ça va être le souci, donc on va voir. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande là-dedans? Oui. La voix humaine, pour la téléphonie, doit être numérisée à 8000 Hz sur 8 bits. Alors d'abord, première question, pourquoi 8000 Hz? Parce que le souci qu'on va avoir, c'est forcément de pouvoir, c'est de pouvoir comprendre les personnes. Et je vais le dire maintenant, mais je le redirai la semaine prochaine. Le souci qu'on va rencontrer tout souvent, c'est lorsque vous téléphonez, que vous êtes dans une soirée, hein, s'il y a du monde qui fait du bruit ou autre, vous allez vous rendre compte que forcément, on a un espace, on ne connaît pas, on n'arrive pas à retenir le son de la. On n'arrive pas à retenir et reconnaître la musique. Ouais. Alors, cette représentation de la musique, la voix, pas de problème, hein. Il y a des voix, des fois, qu'on ne reconnaît pas, il faut être honnête. Mais généralement, on arrive à peu près à reconnaître la voix. Mais par contre, la musique, on n'arrive pas à la voir. Alors, voilà, juste tenez-moi sur cette présentation spectrale. Donc, je passe ce que je voulais vous montrer. Mais donc, ça attendra la semaine prochaine puisque c'est sur le CETP. Donc, le souci qu'il y a, je veux le dire quand même, quoi qu'il en soit, c'est que vu qu'on échantillonne sur 8000 Hz, je resterai cette valeur. Notre voix allant jusqu'à 20 000 Hz, c'est surtout la musique. La musique qui peut avoir des sons qui sont dans les aigus après 10 000 Hz, ben, on perd toutes ces informations de base. Et donc, c'est ce qui différencie, qui nous rend distinct un peu toutes ces sonorités. Et vu qu'on ne peut plus entendre toutes ces fréquences au-delà de 8000, même moins,
on est forcément perdu et on ne reconnaît pas la musique. Par contre, la voix, ça va, un rythme, ça va, mais tout le reste, tout ce qui est aigu, va être perdu. Et vous le verrez en le travaillant dans le TP. On me dit donc que j'ai une information numérisée sur 8 kHz. Ça veut donc dire qu'il va y avoir 8000 échantillons chaque seconde. Chacun de ces échantillons va avoir 8 bits. Donc, ça veut dire que si j'ai 8000 échantillons de 8 bits, ça me fait un tout 64 000 bits utilisés chaque seconde. Donc, 64 000 bits par seconde, ça revient à écrire 64 kilobits par seconde. Ça revient exactement au même. Vous êtes d'accord? Oui. 8 kHz, c'est ce que j'appelle la fréquence d'échantillonnage, le nombre de fois, le nombre d'échantillons par seconde. Et le 8 bits, c'est la valeur que je vais attribuer à chacun de ces échantillons. Quel est le code numérique qu'il va y avoir à chacun de ces échantillons? Puisqu'il faut bien se le dire, toutes les informations sur lesquelles nous travaillons sont des informations qui sont forcément numériques. Avant de le voir tout à l'heure, mais viteuf, dans le CD que je vous ai demandé de regarder pour le TP, c'était important parce que je voulais que vous ayez une base de ça. Toutes les informations dans un CD sont stockées comme dans un disque dur quelconque, sous forme de trous et de bosses. Et donc, cette superposition de trous et de bosses fait que donc on retrouve facilement le lien entre les 0 et les 1. D'ailleurs, quand on continue, je vais un peu plus loin, on va gagner du temps. Lorsqu'on regarde un peu plus loin la vidéo, on voit bien ici que chaque fois que le faisceau laser va passer au travers de bosses et des trous, eh bien, on voit une succession de 1 et de 0. Et surtout, le 1 est à un moment particulier, c'est quand il y a passage d'un plat à un creux. Quand je suis dans le creux, j'ai 0. Je passe d'un creux à un plat, j'ai un 1. Je reste sur le plat ici, j'ai toujours 0. Vous voyez que je peux avoir un 1 change en fait de relief. Et c'est ce qui fait que j'ai une information qui m'est proposée. Le fait de pouvoir trouver comme ça quelque part la matière. Les disques réinscriptibles ou disques durs, j'allais dire analogiques aujourd'hui, ça ne fonctionne pas par creux, hein, bien entendu. C'est juste on opacifie la zone mémoire en l'opacifiant, c'est-à-dire qu'on empêche la lecture de cette zone et donc il la comprend comme étant un 0. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, il suffit de réécrire dessus. Il suffit d'enlever toute cette zone grisée pour repartir sur un support vierge qui est capable après d'accepter de nouveau des nouvelles données sous forme de 0 et de 1. Le cas des normes de transfert et surtout le fait que quand on utilise certaines clés sans faire attention, surtout quand on prend des clés qu'on nous donne gratuites, vous savez, souvent ce sont des clés USB en forme de clés réelles, là. C'est des clés commerciales avec écrit dessus Auchan ou ce que vous voulez. C'est des clés à 2 balles parce qu'en fait, c'est des normes USB vieilles qui sont très lentes avec un débit qui est très faible. Alors là, ici, le USB 2 qu'on utilise encore, l'USB 3 qui est en train quand même de pas mal se développer, mais c'est l'USB 2 qui est de plus toujours présent partout, hein, avec son grand format de clé USB, d'accès USB. Voilà la donnée qu'on nous propose. On nous dit, en théorie, cette valeur, mais en réalité, on a cette valeur. Pourquoi? La théorie est différente de la pratique. Et déjà, premièrement, l'unité. Là, ici, j'ai des octets par seconde. Là, j'ai des bits par seconde. Voilà. C'est déjà première chose. Donc, si je vais... combien y a-t-il de bits dans un octet? 8. Oui, mais c'est important parce que tout le monde ne le sait pas. Un octet, c'est 8 bits. Donc, ça veut dire qu'en fait, ces 480 paquets de mégabits par seconde correspondent en fait à 8 fois moins de paquets en octets. Donc, ça fait 480 divisé par 8. Tu me trouves là, ça fait à peu près 60 mégaoctets par seconde. Donc, divisé par 8, 480, voici 60 mégaoctets par seconde. Je ne suis toujours pas à 30. Pourquoi? J'en perds la moitié en fait, de l'information. C'est toujours le même problème. Hein. Pourquoi dans les transmissions, il y a des pertes? Je vous le disais tout à l'heure encore. La chaleur thermique? Oui, c'est la chaleur, transfert thermique. En fait, quand on travaille sur un disque dur, c'est un disque interne, les accès sont vraiment minimes, avec des zones très localisées de transfert de données. Alors que sur une clé USB, la surface de contact elle est grande
Et surtout, elle est large. Et donc, de ce fait, il y a énormément de pertes et de déperditions d'énergie pendant le transfert. La preuve, si vous transférez, je ne sais pas moi, un album entier de musique sur une clé ou sur un CD ou autre, vous allez voir la chaleur quand vous récupérerez l'objet. Ce n'est pas parce que l'ordi est lui-même chaud, c'est simplement qu'au moment du transit de l'information, il y a eu vraiment beaucoup de pertes à cause de la chaleur. Donc, carrément, vous voyez à peu près un rendement de 60, là c'est 50%, peut-être c'est exagéré, c'est des données que j'ai récupérées dans le sujet, mais je n'ai pas vérifié. Je pense qu'on est aux alentours plutôt de 60-70%. Il y a énormément de pertes dues à la chaleur dans un ordi, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est ventilé. On pourrait faire pareil avec les photos, mais c'est pas là, je ne voudrais pas faire trop de calculs. La suite, vous l'aurez, elle est dans la correction, le fichier de correction. Donc, il n'y a pas de souci. Je voudrais là vous montrer, revenir sur le TP. Le TP tel que je vous l'ai proposé. Voilà. Alors, je voulais que vous voyiez pourquoi on creuse toutes ces routes, notamment dans Béziers, enfin du moins, excusez-moi, on creusait toutes ces routes pour mettre de la fibre optique. C'est important quand même qu'on en soit conscient. Hein. Alors, la fibre optique, le gros intérêt de la fibre optique, c'est sa facilité à transiter l'information. Je vous le disais encore la fois dernière, on va faire transiter plutôt que des 0 et des 1, on va faire transiter des fréquences uniques. La lumière, elle est super pour pouvoir transiter des 0 et des 1. Pourquoi? On peut juste l'éteindre pour faire un 0. Et voilà, c'est clair, tu as tout compris, Tommy. C'est jour-nuit, hein, le principe jour-nuit, hein, 0 ou 1. Si on devait faire simple, le fait d'allumer et d'éteindre la lumière, si on voulait schématiser, fait que forcément, on crée une information qui peut très bien ressembler très facilement à un 0 et 1. Alors, même sachez que même le fait d'éteindre et d'allumer, ça oblige une transition, une commutation qui demande beaucoup en fait d'espace fréquentiel, qui fait qu'on perd de l'information et donc il y a une grosse atténuation de l'information et donc on ne peut pas travailler comme ça. On est obligé donc de travailler sur des notions de fréquences différentes. En fait. C'est toujours pareil. Même si c'est la lumière qui travaille, il va y avoir une oscillation différente plutôt qu'une extinction. C'est plus facile pour le déplacement. Je vous ai montré également, j'espère que vous avez pu y jeter un œil, Fred et Jacques. Me semble-t-il, les incontournables, de l'explication très simplifiée, très complet, beaucoup trop pour nous STI2D, d'accord? Mais comme je sais que parmi vous, j'allais dire, parmi l'auditoire du jeudi après-midi, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par des filières l'an prochain, RT, MMI, électronique, informatique. Cette notion sur la notion de transmission par laser, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez. Il ne faut pas que vous disiez, je vais tout découvrir l'an prochain. Et Fred et Jamy, si vous n'avez pas regardé, je vous encourage à prendre 20 minutes à le regarder, ça va vite. C'est bien fait et puis surtout, c'est très complet. Hein. C'est une notion nous explique pourquoi la lumière donc, d'un laser est aussi pointue. Ici, peut-être je l'ai montré, je peux en parler. J'ai mis les animations, je ne sais pas si vous avez faites. Concernant la fibre optique, mais c'est le lien d'intérêt aussi, c'était ça, c'est que lorsque l'on va mettre donc une information dans une fibre optique, quand on la laisse se transiter, ben vous voyez bien que cette information, je l'envoie dans tous les sens, je me dis elle va être perdue. Hein. Il y a une partie hein, d'ailleurs qui est perdue, puisque je vois qu'elle rentre dans l'enveloppe, c'est-à-dire, vous savez, je sais pas moi, le tissu noir qu'il pourrait y avoir, le tube noir qui est autour d'un fil électrique, hein, le fibre optique. La gaine, ouais. La gaine. Sinon, le reste, enfin, la gaine, c'est pas tout à fait parce que gaine, c'est le mot qui est ici. C'est pour ça que j'ai. Ah, ok. La gaine, c'est une fibre optique, elle est faite de deux matériaux transparents mais différents. Et le fait de leur différence va faire que la lumière reste emprisonnée dans le cœur, dans lequel en fait elle va être le plus gênée. C'est-à-dire que son indice, en fait, comme il est marqué là, est plus important. L'indice de déplacement est plus important au milieu qu'à l'extérieur. Donc en fait, elle a plus de mal à se déplacer dans le cœur que dans l'extérieur, dans la gaine, et donc elle reste emprisonnée à l'intérieur de ce petit cœur. Là, ici, elle ne rentre pas dans la gaine. Ici, c'est par le jeu de malchance que quelques rayons se sont perdus, mais il en reste suffisamment pour que
l'information puisse transiter et ce, sans perte. C'est le principe d'une réflexion totale, c'est-à-dire que le rayon arrive sur une surface et il revient et ainsi de suite, il est répercuté par rebond. C'était ça le principe de la fibre. Alors, ce que j'ai demandé, vous avez dû voir, je ne vais pas faire tout, mais je voudrais voir certains éléments. Alors, pourquoi le laser est si utilisé, et notamment, sans prendre tous les exemples là ici de Fred et Jamy, je vous en ai proposé un qui me semblait le plus sympa à voir, c'est le fait de la découpe sous forme par laser. La découpe par laser, c'est un truc impressionnant à voir. C'est-à-dire que quand on regarde bien l'ensemble de ces informations, on voit bien que l'ensemble de la forme métallique va être simplement, comme on peut le voir, troué. On a l'impression que la lumière du laser est continue, pourtant il arrive à faire des quadrillages à l'intérieur, donc arrêt-marche, très facile à faire pour l'industriel et créer ainsi des zones quadrillées métalliques avec une précision que l'appareil, une fraise, ne pourrait pas arriver à faire. Alors, pourquoi, en fait, le laser est si directif? Est-ce que vous avez trouvé une raison, en fait, dans Fred et Jamy? Pourquoi il est... C'est Ouais, à cause de son angle? Non. Enfin, c'est pas un truc comme ça. Si tu mets une lumière de ton ampoule de chambre devant un tube de plastique, par exemple, tu ne vas pas pour autant obtenir une lumière à l'autre bout, hein, tu es d'accord? Oui, oui. Donc, c'est pas l'angle. Et c'est que la lumière du laser, la lumière du laser, elle est concentrée. Elle est rassemblée. Ce n'est pas un faisceau de lumière qui part, comme on a pu le voir là dans l'animation. Là, on le voit bien au début. Quand on lance, quand on commence, vous voyez, ça part dans tous les sens. Ça, c'est la lumière de votre chambre qui éclaire partout dans votre chambre. Alors que le laser, en fait, la particularité, ça va être un peu le même principe que là, c'est que tous les faisceaux de lumière vont être concentrés à une zone très réduite. Et donc, toute l'énergie qu'on va pouvoir proposer va être envoyée donc, dans une seule et même direction. On gagne énormément de puissance. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chaleur, du coup. Et c'est pour ça également qu'on peut utiliser la chaleur transmise par le laser. Tu as raison, oui, exactement. Ok, d'accord. C'est toutes les raisons, tout ce que je viens de vous dire, c'est les raisons, je pense que vous avez compris. J'avais trouvé ce document qui était pas mal. On a ici une fibre optique. On voit qu'on a une atténuation ici qu'on nous dit de 130 dB par kilomètre. On se dit, tiens, c'est pas mal, c'est beaucoup quand même. Mais quand on prend un câble électrique, on se rend compte que si on prend une fréquence, je ne sais pas, quelconque, peu importe, de l'ordre de, je sais pas, 1000, par exemple, mégahertz, hein, 100, donc, ou allez, 200 mégahertz, pour prendre par exemple la fréquence de la radio, admettons. Hein. Regardez l'atténuation sur 100 mètres. On est déjà à 8 dB sur 100 mètres. Donc, sur 1 km, ça fait 10 fois plus, 80. On se dit, ça ne vaut pas la peine d'aller mettre des fibres optiques, le câble fonctionne très bien. Par contre, si j'augmente en fréquence, et là, alors je prendrai le cas maintenant de la téléphonie. La téléphonie qui se fait maintenant en 4 et 5G et qui pose d'ailleurs tant de problèmes. Si elle devait transiter par fibre optique, regardez, donc je n'ai pas encore assez de valeur, il faudrait pour la 5G avoir plus de données ici. On est à 35 dB perdus par 100 mètres, c'est-à-dire 5 fois 10, ça fait 350 dB de perdus par kilomètre. Donc le câble électrique fonctionne, pas de problème. Mais on perd énormément d'informations. Je vous rappelle que chaque fois qu'on perd 3 dB, le signal est divisé par 350 dB. Imaginez-vous la fin, ce qui reste. Donc c'est pour ça que quand il y a, pour des transmissions d'Internet, il y a des câbles électriques encore utilisés, comme ceux qui sont en village ou autre, c'est mon cas je pense. On a beaucoup de câbles électriques et pas de fibre optique, donc on a une déperdition qui fait qu'il y a des répétiteurs à intervalles très réguliers qui répètent l'information pour qu'on puisse ne pas perdre. Hein. L'information, elle diminue et puis ensuite on donne un rebond, on donne un gain d'énergie pour qu'elle puisse de nouveau s'atténuer et ainsi de suite et permettre qu'elle soit utilisée un maximum. Je propose à ce titre, je trouvais que c'était pas mal que vous voyez un peu ce principe parce que dans cette animation, dans ce TP là ici, il nous montre ce que l'on fait avec le son. C'est-à-dire que si je regarde juste un peu avant, je propose de la musique. Alors la qualité du son.
Donc, tout a transité par le biais de cette information-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, d'abord, il a fallu capter l'information par le micro, la transformer en données numériques. Cette donnée numérique est ensuite transformée en données lumineuses pour qu'elle puisse transiter par le biais d'une fibre optique qui ne comprend que la lumière et non pas les fils électriques. Donc, cette fibre optique utilise la lumière. À la réception, l'information lumineuse est transformée en données numériques et qui est ensuite transformée en données électriques pour qu'elle puisse arriver sur un haut-parleur. Donc, la chaîne de transformation ici, qui semble ridicule parce qu'elle est courte, peut très bien être répétée sur des centaines de mètres, voire sur des centaines de kilomètres de nos jours, avec des fibres optiques qui sont utilisées aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, que la facilité qu'on va avoir dans le multiplexage, si je devais reboucler la boucle avec ce que je vous demandais au début, dans une voiture, ben, il vaut mieux mettre une information sous forme de fibre optique pour pouvoir faire transiter plus rapidement l'information d'un bout à l'autre du véhicule, notamment pour les véhicules de grande longueur, comme pour les poids lourds. La suite, après, c'est des exercices. J'avoue que je n'ai pas trouvé de choses simples à faire sur la notion d'échantillonnage. Et ici, je n'ai repris toutes les questions, je les ai reprises et je les ai différenciées. Je vous ai mis d'ailleurs toutes les corrections sur le Padlet de tout ça. Mais rapidement, je vais en faire quelques-unes. Un ordinateur ne peut traiter que des signaux numériques, définir ce qu'est un signal numérique. On l'a dit, ce sont des valeurs constituées de 0 et de 1, très souvent appelées d'ailleurs des valeurs discrètes. Le mot discret vient du fait qu'on ne prend pas tout, en fait. Ce ne sont pas des valeurs continues, comme si c'était un signal analogique, un signal réel. Ce sont des valeurs qui ne sont que par intermittence, et ces valeurs-là, on appelle ça des valeurs numériques. On me dit ensuite que signifie échantillonner un signal. Je pense que là, vous avez compris. Quelqu'un me donne une définition simple d'échantillonner par rapport à ce qu'il a entendu aujourd'hui? Je sais que ce n'est pas évident de rebondir là d'un coup, mais échantillonner, vous me diriez quoi? Prendre une petite partie, un essai. Ouais, c'est ça. Prendre un échantillon, c'est ça, tu as entièrement raison. Prendre un échantillon, c'est-à-dire ne prendre qu'une information simple à un moment donné, c'est-à-dire ne prend pas tout, on n'en prend que certaines à intervalles de temps réguliers. Vous voyez, si je découpe ici cette fenêtre, les traits jaunes, je les découpe par des traits verticaux. Je vois que le trait jaune n'empiète pas sur ce trait jaune-là, ainsi de suite. Donc, chaque fois, j'ai échantillonné et en fait, j'ai un nombre d'échantillons qui dépend de la fréquence à laquelle je le fais. Combien de valeurs peut prendre un échantillon numérisé sur 8 bits? Eh bien, vu qu'on va l'échantillonner en données binaires, il y a 2 puissance 8 valeurs possibles, c'est-à-dire donc 256 valeurs possibles avec 2 puissance 8 valeurs données. Dans le cas d'un CD, la numérisation se fait sur 2 fois 16 bits, c'est-à-dire qu'on va numériser en 16 bits stéréo avec une fréquence de 44 000 Hz. Donc, c'est votre travail de la semaine prochaine, ça. 44 000 Hz, ça veut dire que c'est la fréquence d'échantillonnage qu'on a trouvé comme étant bien pour les CD. On en rediscute le jeudi prochain. Mais d'abord, je voudrais dire, voilà, ça c'est la fréquence standard qui fait que là, on considère qu'on a un son numérique de haute qualité. 16 bits, il y a un peu mieux qui existe, mais généralement, c'est le standard de qualité, c'est le son wave. Et donc, c'est de 44 000 et 16 bits, les deux données qui sont importantes. Comment connaître la place occupée sur un CD par 1 minute de musique? Quoi je peux faire? Faut multiplier. Faudra multiplier. Ah, c'est des multiplications, tu as bien raison. Alors, je multiplie quoi avec quoi? En fait, il faut tout multiplier pratiquement. Donc, 44 100, c'est la 44 000 Hz, kHz qui est là, pas de problème. Multiplié par 16 bits, puisque chaque échantillon est sur 16 bits. Mais je vais également le multiplier par 2. Pourquoi je le multiplie par 2? Parce qu'il y a 2 fois 16 bits. Et pourquoi il y a 2 fois en fait? Il y a 2 pistes. Et voilà, il y a 2 pistes. C'est ce qu'on oublie souvent en stéréo. On n'entend pas pareil d'une oreille et de l'autre. Donc, le fait d'avoir cette différenciation fait qu'on doit donner 2 fois plus d'informations.
Donc là, ici, j'ai dit qu'il y a 44 100 échantillons par seconde. Chaque échantillon fait 16 bits et qu'il faut que je répète cette information 2 fois. Ici, je n'ai pas encore la totalité de ce qui m'intéresse. Puisque ça, c'est 44 100 échantillons par seconde. Et moi, on me dit de travailler sur 1 minute. Donc il faut multiplier par 60. Voilà le calcul. Donc, il y a bien 44 100 000 échantillons par seconde. Ça, il n'y a pas de problème. Il y a bien 16 bits. Et là, ici, c'est le nombre de voix, puisqu'il y a 2 voix stéréo. Et là, c'est 60 secondes. C'est ce qu'il fallait comprendre, à savoir faire. Donc ça, c'est un calcul qu'il faut que vous sachiez faire. MIO, est-ce que vous savez la différence entre les MIO et les MO, mégaoctets et millioctets? C'est juste le terme, non, c'est pareil. Non, c'est pas Non, non. Non, pas du tout. Parce qu'il y en a, c'est avec 1000 et l'autre, c'est 1024 pour les. C'est à peu près ça. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, le mégaoctet, c'est une aberration qui est facile pour tout le monde. C'est qu'un mégaoctet, ça semble être donc 1 million d'octets, c'est-à-dire en fait 10 puissance 6. C'est ça le principe. Donc 10 puissance 6 octets. Donc ça va vite, mais 2 puissance 20, si on le regarde, ça fait 1000, vous compterez, hein, 1024, je vais le faire comme ça, octets. C'est pas tout à fait vrai, hein, parce qu'il y a d'autres choses, je ne me rappelle plus. Donc 1024, c'est-à-dire qu'on considère que cette valeur-là est à peu près identique à celle-ci. Et d'ailleurs, c'est la raison qui fait que ça, c'est la réalité, puisqu'en fait, on ne stocke les données que sous forme de 0 ou de 1. On ne les stocke pas avec 10 valeurs possibles. Et on ne prend pas des mots de 6 valeurs qui peuvent avoir 10 valeurs possibles. D'accord? J'ai pas mis le téléphone. Donc, c'est ce qui fait la différence. D'ailleurs, quand vous prenez une clé et que on vous dit sur la clé, tiens, il y avait 100 mégas sur la clé, en fait, j'ai pu stocker plus. Mais ce n'est pas qu'on peut stocker plus, c'est simplement qu'en fait, avec une clé, on peut stocker 1000 et un peu plus. Pas dégourdi, les gars. Donc, on peut stocker un peu plus, sauf que commercialement parlant, nous, on pense qu'on peut s'arrêter qu'à 1 million, alors qu'en fait, on peut stocker un peu plus d'1 million. C'est pour ça qu'on a l'impression toujours qu'on peut dépasser rapidement la notion. Il y a également un autre facteur, c'est que même s'il y a 2 puissance 20, en fait, il y a une partie de ces octets qui sont utilisés pour tout ce qui va être le nom de la clé, les informations qui lui sont relatives, etc. Et donc, pour connaître toutes ces valeurs, on appelle ça des métadonnées. Et ces métadonnées prennent de la place. Et en prenant de la place, on considère que donc on consomme un peu de cette partie en plus qui est utilisée par rapport à la partie officielle en mégaoctets. Donc c'est pour ça. Alors, honnêtement, il n'y a que quand vraiment on travaille en numérique qu'on travaille avec des millioctets ou des kibioctets. J'allais dire de façon commerciale et tout le temps, on parlera en méga, en giga, c'est-à-dire en puissance de 10. Alors qu'en fait, il faudrait qu'on parle en puissance de 2, mais c'est comme ça. Donc, c'est la puissance de 10 qui prévaut. Après, l'autre partie de l'exercice, c'était pour vous montrer comment ça fonctionnait sur un CD. Et surtout ça, en fait. Cette image-là, elle est intéressante parce que vous avez dû sûrement vous en rendre compte. Le laser utilise la même forme que les Blu-ray. Pourtant, sur un laser, je stocke beaucoup moins d'informations que sur un Blu-ray. Puisque ici, je peux mettre des albums de musique, je ne peux pas mettre de films, alors que là, je peux mettre des films. Alors, pourquoi y a-t-il plus, d'après cette image-là, si vous avez pu regarder un peu les questions, tout ça autour, à votre avis, pourquoi dans un CD, je peux stocker moins d'informations que dans un Blu-ray? Parce que sur le CD, c'est gravé plus gros. Ouais. On le Et voit, donc, on peut moins stocker d'informations. c'est clair. C'est qu'ici, on voit bien la distance entre deux pistes, là, ici. Elle est plus grande. Là, on est à 1,6 micro. Sur le Blu-ray, entre deux pistes, on est à 320 nano. 320 nano, c'est-à-dire, si je vais passer un micro, c'est une valeur qui est 1000 fois plus petite. Ça fait 0,3 micro.
Donc 0,3 micro, ça fait 5 fois plus. Donc il y a un espace ici qui est 5 fois plus grand que pour le Blu-ray. Donc ça veut dire que sur un disque complet, puisque c'est un peu le but de l'exercice, c'était de vous montrer ça, sur un disque complet, entre deux pistes, comme on peut voir des traits ici, il y a 5 fois plus de pistes possibles pour un Blu-ray que pour un CD. Donc s'il y a plus de pistes, il y a plus de tours de données possibles. Donc il y a forcément plus de trucs gravés sur un disque de même surface comme le Blu-ray par rapport à un CD. Question, et je finirai sur ça. Pourquoi avoir un laser rouge pour le CD et pourquoi avoir un laser bleu pour le Blu-ray? Pourquoi ils sont obligés à prendre un laser de couleurs différentes? Parce que la chaleur, elle est différente. C'est pas un problème de chaleur, non. Parce que si on regarde la longueur de l'onde de la couleur proposée, cette longueur d'onde est plus petite pour du bleu qu'elle peut être pour du rouge. Et Ah, d'accord. donc là, ici, on est à 780 parce qu'en fait, on considère, et c'est à peu près vrai, on commence à sortir en fait du domaine visible, ce qui fait que quand vous regardez un CD, si un jour vous avez ouvert une platine CD, on voit difficilement le trait, mais il est un peu rouge. Mais c'est un rouge très foncé. Alors que le DVD, pas de problème. Le DVD, on voit vraiment le faisceau rouge. On le voit même en mettant le DVD, on peut le voir par reflet. Et les Blu-ray, on voit, enfin, je n'ai vu que des vidéos, mais semble-t-il qu'on voit bien la couleur bleue également à l'ouverture du Blu-ray. Donc tout ça, je le répète, c'est une notion de longueur d'onde. L'onde étant plus petite, elle prend moins de place, donc elle peut, on a pu comme ça diminuer l'espace entre deux pistes, puisque la lumière qui vient éclairer et passer sur les bosses et les trous va forcément être plus étroite et donc passer ici. Si je prenais un faisceau CD ici, eh bien, je vois bien que le faisceau CD, large comme il est sur la gauche, ne passerait pas sur le Blu-ray. On voit bien qu'il prendrait 3-4 pistes à la fois. Ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle un phénomène dit de diffraction. Ce phénomène de diffraction, je vais vous montrer rapidement. Ce n'est pas le but là, mais. Si on regarde sur des photos satellites d'une baie, on a l'eau, quand elle arrive sur la baie, elle arrive sans qu'on ait vraiment l'impression qu'elle ait un sens organisé. Par contre, dès qu'elle passe un espace réduit, à ce moment-là, le train de vagues qui arrive là est obligé d'aller dans toutes les directions. Voyez, ce qui fait d'ailleurs des images très jolies, puisqu'on voit ici apparaître des criques, comme vous êtes habitué à voir lorsqu'on va à la mer ou autre. C'est d'ailleurs grâce à ce phénomène, on appelle ça la diffraction, c'est grâce à ce phénomène, par exemple à Valras, que on arrive à reconstituer la plage, puisqu'on a endigué, vous avez dû le remarquer, on a mis des gros blocs de cailloux très proches de la plage à Valras. Ces blocs de cailloux, leur objectif, c'est pas d'arrêter la brise et d'empêcher qu'elle casse quelque part la plage, même si c'est vrai au fond, hein. Elle coupe un peu la violence de la vague en réduisant son amplitude, c'est vrai, mais c'est surtout que par ce phénomène d'ondes qui vont dans tous les sens, le sable qui transitait des hauts fonds va venir se répertorier et se remettre contre les barrières. Et donc, ce qui fait que si vous allez, on n'aura pas trop l'occasion, mais quand on aura la possibilité de retourner au bord de la plage, vous regarderez, vous verrez que le sable est venu se rapprocher comme ça des blocs, alors que la plage est en arrondi. C'est pas l'homme qui est venu mettre des camions pour faire ce genre de choses, c'est naturellement la mer qui, par ce phénomène de diffraction, comme on peut le voir sur toutes les photos que vous avez, arrive à modifier quelque part cette onde. D'ailleurs, à Valras, le soir, c'est très joli à voir cette onde-là, puisqu'on voit bien le train d'onde de la mer est beaucoup plus calme. Donc, les vagues qui arrivent jusqu'à la plage sont elles aussi d'auteur à peu près constante et on voit ces ondes circulaires comme ça. Alors, je sais qu'il n'y a que les profs de physique qui trouvent ça joli, mais enfin, c'est quand même joli. Je vais vous montrer. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer sur le CD. Et le problème du CD, donc, c'est, je ne sais plus où j'en suis, voilà. Le problème du CD et du Blu-ray, c'est que si l'onde est plus petite, elle prend moins de place.
donc elle peut transiter sur des pistes plus petites et surtout, ce phénomène donc de traversée de trous, hein, ce phénomène de diffraction va être forcément réduit pour une onde petite que pour une onde plus grande. Donc voilà à peu près tout ce que je voulais vous faire voir aujourd'hui sur cette notion de données numériques. Je vous ai mis les corrections sur